Bonjour Marc. Salut Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Plusieurs choses. Mon père a fait du théâtre en amateur. D'accord. Donc du coup, je l'ai vu petit jouer. Et mon grand-père en avait fait avant. En fait, dans ma famille, ils font du théâtre amateur depuis 1902. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un truc qui était un peu là, qui a dû jouer. Et après, donc du coup, j'allais voir pas mal de pièces de théâtre quand j'étais petit. Enfin, pas souvent, parce que j'étais en Vendée, un peu dans un tout petit bled. J'étais à Mortagne-sur-Sèvre, donc il y a 7000 habitants. Mais j'ai des souvenirs d'aller au théâtre et on s'habillait bien. Et donc il y avait un truc, voilà. Donc mon premier désir de faire ce métier, c'est d'abord le théâtre, en fait. Et le doublage est venu après, donc moi comme toi en fait, je pense que je devais avoir 15 ans quand j'ai su que Bruce Willis n'était pas français, donc que c'était pas Patrick Poivet. Ouais. Et je m'étais pas du tout posé la question avant. Et depuis j'aime beaucoup les versions originales parce que j'adore les langues étrangères, mais du coup la passion du doublage elle est née à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc du coup, quand tu es devenu comédien, le doublage, c'était quelque chose vers quoi tu avais envie d'aller ou c'est arrivé comme ça par hasard? Non, parce que en fait, je te dis, c'est venu même, je dis 15 ans, mais j'en suis même pas sûr, parce que je crois que c'est, tu vois, j'ai vu Gladiator, je l'ai vu en VF, et donc Gladiator, c'est quoi? C'est 2000? Ouais. 2000 ou 2001? Ouais. 2000, je crois. Et donc moi, tu vois, je suis sorti du conservatoire en 2007, et j'ai commencé le doublage, j'ai fait un tout premier stage avec Laura Koffler en 2009. D'accord. Donc avant, non. Enfin, je savais pas que ça existait en fait, mais j'aurais adoré qu'on m'en parle avant. D'accord. Donc en fait, tu l'as découvert et tu as commencé le doublage quasiment en même temps. Ouais. Ouais, d'accord. Okay. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait qu'il y avait une industrie, qu'il y avait une industrie au sens noble du terme, qu'il y avait vraiment des gens qui travaillaient et dont c'était le métier et qu'il y avait toute une chaîne de gens pour qu'une VF puisse exister, quoi. Je m'étais pas posé la question, enfin pour moi je regardais les films comme un spectateur lambda, quoi. Ouais. Tu te souviens de ton tout premier doublage justement? C'était avec Laura Koffler en fait, qui m'a fait démarrer juste après le stage. C'était un film de Raoul Ruiz qui s'appelle Les Mystères de Lisbonne et c'était un 8 heures. Il faisait 8 heures, c'est un 4 fois 2 heures. Ah ouais. Et c'était un des rôles principaux, quoi. Donc c'était assez dingue en fait. Je trouvais que c'était un acteur portugais qui était génial. Et donc j'en ai un très très bon souvenir. Et après, j'ai fait des petits plateaux. Alors j'ai démarré avec Barbara Tissier, Hervé Ray et Valérie Ciclet. J'ai démarré un peu avec ces trois-là, donc super bande. Et puis après, petit à petit, les choses se sont mises en place, quoi. Ok, justement, depuis, tu as prêté ta voix à pas mal d'acteurs. Tu es par exemple la voix française de Link dans la série médicale Grey's Anatomy. Ouais. Tu as prêté par Chris Carmack. J'ai besoin de te détester pendant quelque temps. Que ce soit bien ou pas. Parce que quand je te déteste pas, je t'aime. Et ça mènera nulle part. Pas vrai? C'était la première fois que tu doublais sur Grey's Anatomy? Ouais. C'était la première fois que j'arrivais sur Grey's. Il y a eu des essais. Et je dois t'avouer que je connaissais la série de nom, je savais qu'elle durait depuis des années, mais je n'avais pas du tout regardé, quoi. Et donc c'est rigolo de débarquer sur une série qui existe depuis aussi longtemps, et d'être embarqué dans ces histoires incroyables. Ouais. Surtout que la particularité, c'est que Grey's Anatomy, tu sais quand tu arrives, mais tu sais jamais quand tu pars. Tu sais jamais quand tu pars, même la série, tu sais jamais quand elle va s'arrêter au final, parce qu'elle est sans cesse menacée de fin, et puis finalement elle continue. Mais c'est vrai que ça marche. Ça marche. Quand on est en plateau, on regarde la scène, on fait « Ah ben ça y est, je suis pris. Ça y est, je suis en train de regarder, quoi. » Ouais, c'est ça. Donc non, ça fonctionne bien. Ok. Depuis habitué des séries médicales, puisque tu doubles aussi dans The Resident, cette fois-ci le rôle principal de Conrad Hawkins, interprété par Matt Czuchry. Fritz, ce caisson hyperbare va augmenter la pression, comme dans les sous-marins qui plongent en profondeur. L'augmentation de la pression va apporter davantage d'oxygène dans votre sang. Combien de temps je vais rester ici? Jusqu'à ce qu'on reçoive plus de sang pour une transfusion. Ce scaphandre va vous délivrer de l'oxygène pur. Est-ce que ce comédien, il est simple à doubler pour toi? Est-ce qu'il est simple à doubler? Là, il s'est un peu calmé. Les premières saisons, il était très vénère. Ouais. Et en fait, il parle très bas. Il parle comme ça, tout le temps.
Et du coup c'est pas évident. Mais maintenant, après, c'est le truc des séries, c'est qu'on on les connaît. Tu les connais maintenant. Ouais. Donc voilà. Mais j'adore les séries médicales, c'est assez dingue. Ouais. C'est assez dingue d'opérer à cœur ouvert un lundi matin. Enfin, voilà. Ça, c'est les joies de ce métier quand même. Ça, c'est assez fou, quoi. Okay. D'ailleurs, le premier que tu as commencé, c'est quoi? C'est Link ou c'est Conrad? J'ai dû commencer Conrad avant, je crois. D'accord. Mais avant, j'avais fait Night Shift, où ils ont fait 2 ou 3 saisons, je crois. C'est une série médicale. Ouais, une série médicale, un peu typique américaine. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas aussi bien marché en France. Parce que c'est des anciens de l'Afghanistan, des anciens médecins militaires qui sont dans le civil et tout ça. Mais et donc déjà il y avait des entrées en trombe aux urgences avec il faut l'arrêter. Ça j'adore. Des entrées dans les urgences en poussant le chariot, ça c'est assez génial. Femme de 18 ans blessée par une flèche, un homme de 38 ans mordu par un sanglier, amputation traumatique du poignet. Je le gère lui, tu prends la fille. Ça marche, traumato 1 et 2. Elle s'appelle Amy, collapsus du poumon sur le trajet. Murmure vésiculaire absent à droite. Bonjour Amy, je suis le docteur Alexander, je vais m'occuper de vous. Kenny, tu peux biper Todd, le chirurgien vasculaire, on devrait pouvoir réimplanter sa main. Et la main, elle est où? Sur le brancard. Dans la série The Witcher, tu doubles Eamon Farren dans le rôle de Cahir. Est-ce que tu aimes les univers fantastiques? Ouais, j'adore. C'est une série que tu pourrais regarder, ça? Ouais. Tu regardes? Non, parce que, enfin, pour être honnête, je regarde très peu de séries. Par manque de temps et aussi parce que quand on est la journée en studio, je dois avouer que le soir, j'ai pas envie de me mettre devant un écran. Mais si moi il y a des séries où je suis complètement fan de The Crown, gros fan de The Crown. Et là j'ai commencé The House of the Dragon et je pense que je vais me faire avoir. Mais là on se dit ok, je vais passer tant de temps devant, mon Dieu, j'ai d'autres choses à faire. Mais bon voilà, il y a des fois on se fait avoir, c'est comme ça. C'est ça, ouais. Enfin, mais non, enfin lui il est vraiment super, Cahir. Je vais regarder Les Anneaux de Pouvoir, c'est sûr. Mais ça, oui, c'est vrai que le côté médiéval fantastique, ça me plaît beaucoup. Quelle douce apparition. Qui se présente, l'inquisiteur ou le bourreau? Cette année, on a pu t'entendre sur le personnage de Morpheus, interprété par Tom Sturridge, dans la série phénomène de Netflix Sandman, qui est arrivé numéro 1 sur la plateforme dès sa sortie. On comprend largement pourquoi quand on a vu la série. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle qui est très particulier? Ouais, j'avais passé un essai. Assez long, d'ailleurs, en plusieurs séquences. Ouais. La VF est dirigée par Fabrice Josso. Et il m'avait dit écoute viens passer les essais, ça peut être pour toi. Et c'est vrai que ce grain de voix, il est quand même très enveloppant, très caressant et tout ça. Et il y a des essais qu'on passe, on se dit tu vois, j'aimerais bien l'avoir. Et là c'était le cas. Et c'était le cas. Et j'étais très content de le faire. Où est-elle? Aucune idée, elle peut être n'importe où. Nous devons la trouver. Vraiment? Et pourquoi? Parce que sans elle, mon royaume cessera d'exister et si les rêves disparaissent, l'humanité s'éteindra. J'ai pas eu une nuit correcte depuis des lustres. Et ça continuera. Tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Très content de le faire. La série est adaptée des comics de Neil Gaiman. Tu connaissais l'histoire ou pas du tout? T'es arrivé vraiment novice? Du coup, quand tu arrives sur une série aussi particulière que ça, j'imagine qu'il y a une petite préparation. Comment ça se passe? On t'explique le rôle, la série? Ouais, c'est les DA. C'est les DA qui s'occupent de ça. Les séries, moi, j'en ai jamais visionné avant. Ça m'est arrivé de visionner des films, en revanche, qui étaient un peu costauds, où le DA préférait quand même, et puis éventuellement le client aussi, que l'acteur principal regarde, l'acteur ou l'actrice. Et donc là, non, on se laisse faire par ce que nous dit le DA, par ce qu'on ressent, et puis on avance comme ça. On suit le comédien, quoi. Pour l'instant, tu dois continuer à chercher ton frère dans le monde éveillé. Là-bas, Matthew veillera sur toi. Lorsqu'il est près de toi, je le suis moi aussi. Et ce soir, lorsque tu dormiras, nous nous mettrons à la recherche de Gault et de ton frère, tous les deux. En parcourant tes rêves. Quand on démarre le doublage d'une série comme celle-là, du coup, est-ce que au fur et à mesure où tu fais le doublage, tu te rends compte que ça va fonctionner, quoi, qu'il va y avoir vraiment un engouement pour cette série-là, ou est-ce que tu le sens tout de suite? On le sent avant, parce que on sent dans les moyens mis, on sent dans déjà le fait que
quand on recherche un peu Sandman, on se rend compte que c'est un phénomène mondial. Donc de fait, si Netflix s'en empare, ça va être attendu et on voit que la communication est en place, quoi. Ouais. Donc après, évidemment, qui dit gros projet attendu comme ça veut dire qu'il y a des fans partout qui vont guetter les images, comment c'est traité, etc. Mais ça, je pense que maintenant, ces grosses boîtes, elles ont un peu pris l'habitude de ça. Mais non, je pense que c'est juste un truc de se hisser à la hauteur du travail, quoi. Mais ça, on le sent vite, quand même. Ouais. On le sent vite quand il y a un film ou une série qui dit « Ok, il faut y aller là ». Je suis un oiseau de proie, aux griffes acérées, serpent dévoré. Dans un tout autre registre, tu doubles également Maxi Iglesias dans le rôle de Victor dans la série Valeria. Oui. Tu peux nous parler du rôle de Victor dans la série? Et c'est un gros beau gosse, en fait. Ouais. Après, attends, est-ce que j'en ai un souvenir très précis? Mais en fait, je me souviens, j'ai adoré la série. Enfin, j'adore. Enfin, je trouve que les Espagnols font des trucs vraiment super parce qu'ils vont loin, en fait. C'est ça. Et j'adore. Pour le coup, je suis assez client de leurs séries et de leurs films. Et lui, il est rigolo parce qu'il a tout du beau gosse et en même temps, il se fait balloter, il se fait envoyer chier, il sait jamais trop sur quel pied danser, donc c'est pas mal. En Alaska? C'est moi qui ai eu l'idée en premier. La reine de l'imposture, je savais, mais du plagiat... C'est difficile de trouver l'inspiration. C'est pour ça qu'on est là. Dans mon souvenir, t'étais plus grande. Dans le mien, t'étais moins con. Au cinéma, dans le film La Belle et la Bête, tu doubles Luke Evans dans le rôle de Gaston. Tu l'avais jamais doublé avant ça, il me semble? Non. Quelle expérience tu gardes de ce doublage? Tu l'as redoublé là sur dernièrement? Pinocchio. D'accord. Qui va sortir là. Ok, donc encore un film tiré d'un Disney, du coup, Disney, ok, ça marche. Quelle expérience tu gardes du coup de ce doublage et puis de Pinocchio? Dément. Enfin, lui, il est vraiment dingue pour le coup. Donc c'est pas moi qui chantais dans La Belle et la Bête. Là, dans Pinocchio, c'est moi qui chante. Ah ouais? Mais lui, il chante vraiment incroyablement. Enfin, c'est-à-dire que lui, c'est Broadway, mais Broadway gros niveau. D'accord. Moi, ça va, je chante, mais là, pour le coup, il est plus ténor que moi. Enfin, il est baryton ténor. Donc, il y a des notes où il va. J'y vais plus difficilement que lui. Mais après, les Disney comme ça, c'est génial. C'était avec Barbara. Ouais. Et pour le coup, non, c'est de l'amusement total. Au plateau, c'est génial. On travaille, on s'amuse. Donc franchement, c'est tout. Du coup, d'ailleurs, quand tu dis, voilà, tu chantes donc, dans Pinocchio, il y a la partie chantée donc, que tu assures sur ce film-là. C'est-à-dire que le chant, l'enregistrement du chant se fait derrière la barre comme tu fais le texte. Mais à part. À part. Tu enregistres le dialogue et séparément tu enregistres les chansons. D'accord, ok. Ouais, tu te mets pas à chanter. C'est pas avec les mêmes DA en fait. Tu vas te retrouver avec un DA et un ingé qui vont changer et un DA musicien pour le coup. D'accord. Donc musicien qui va t'aider à chanter, à trouver la note, à t'aider, etc. D'accord. Donc les chansons sont toujours enregistrées séparément. Ok. J'ai assez joué à ce petit jeu. Dis-moi où est Belle? La bête l'a enlevée, et il n'y a jamais eu de bête, ou de tasse à thé qui parle, ou de magie. Mais il y a des loups, de la famine et de la glaciation. Respire à fond, Gaston. Parmi tous tes doublages, et y compris ceux dont on n'a pas parlé, quel est le film ou la série sur lequel tu as pris le plus de plaisir? Il y en a beaucoup, je peux en dire plusieurs. Ouais, vas-y. Un qui me vient tout de suite, c'est Toy Story 4, dans lequel je fais la voix de Duke Kaboom, donc avec l'accent québécois. Donc ça, je me suis vraiment éclaté à faire ça. Regardez donc qui c'est qui a jumpé jusqu'ici pour me faire un bec. Salut Duke. C'est qui le cowboy? Duke, voici Woody. Woody, voici... Duke Kaboom, roi du cascadeur canadien. Hey. Oh yeah! Ha. Ha. Ouais. Il adore prendre la pause. J'ai adoré bosser sur Mindhunter, donc la série de David Fincher. Donc ça, c'était vraiment dingue. Holden Ford, département négociation d'otages. Bonjour, Peter. J'ai écouté la fin de votre cours tout à l'heure. Ce que vous avez dit sur les criminels, je sais pas, je suis tout à fait d'accord. Ça capte l'attention. Vous leur appreniez cela avant Berkowitz? Une version plus édulcorée, puis les gros titres me sont tombés du ciel. Vous avez commencé par qui?
j'ai adoré bosser sur Night Shift parce que c'est là que j'ai rencontré Benoît Dupac. Ok. Et à un moment où j'étais pas en pleine confiance et tout ça, et Benoît m'a vraiment remis sur la route de la confiance et du plaisir et tout ça, donc c'était vraiment super. Et non, là j'ai fait beaucoup de projets, des séries coréennes magnifiques dont j'ai perdu le nom. Il y a The A-Word là, qui va sortir sur Disney, qui était une série magnifique que j'ai fait juste avant l'été. Ok. Donc, et le film Elvis de Baz Luhrmann aussi. Ok. Où je faisais la voix d'Austin Butler, donc l'acteur qui joue Elvis. Ok. Donc voilà. Donc rôle principal. Ouais. Ça c'était fou. Ok. Parce que pour le coup c'était pareil, un gros défi où on sent que la VF va être beaucoup regardée, parce que forcément dans les fans d'Elvis il y en a beaucoup. Et donc il fallait aussi être proche à la fois de ce qu'a fait l'acteur et donc du coup du son qu'on a d'Elvis et tout ça. Donc pour le coup ça c'était vraiment chouette. Du coup, est-ce que justement c'est plus comment dire, plus il y a un peu plus de pression. Tu te mets un peu plus la pression pour justement un truc où bah voilà, c'est un personnage qui a existé, c'est quelque chose où tu sais qu'il y a de l'attente derrière, etc. Plutôt que par exemple quand tu doubles Chris Carmack sur Grey's Anatomy par exemple. Ouais, il y a un peu plus de pression, je pense quand même. Mais c'est pas un truc désagréable. Ouais. C'est juste que il y a une. En fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait une attente et tout ça. C'est plus qu'on sent qu'il y a eu un vrai taf de fait. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de travail sur Grey's Anatomy, mais par moment voilà, ça peut un peu ronronner aussi. Enfin, ils ont une couleur principale et puis ils restent un peu là-dessus quoi. Et puis la série est tellement calibrée que voilà, les scènes d'émotion se ressemblent, les scènes de comédie se ressemblent, mais elles sont toujours très très bien écrites et elles sont toujours bien interprétées. Mais c'est voilà, on reconnaît le truc. Ouais. Là, sur des films comme ça. On sent que tout le monde a haussé son niveau quoi. Et donc faut se mettre à la hauteur de ce qui a été fait en fait. Et je pense que l'endroit de pression il est là en fait. En dehors du doublage, tu fais également du théâtre, dont tu as été récompensé au Molière cette année pour ton seul en scène La Métamorphose des cigognes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. C'est l'histoire d'un homme seul dans une salle de recueil de sperme qui doit éjaculer dans un gobelet pour faire un enfant par fécondation in vitro. D'accord. Donc ça c'est le thème de base. Et ensuite tout ça me permet de parler de la paternité, du désir d'enfant, de comment on se construit en tant qu'homme à travers ses premières expériences sexuelles, comment on devient l'homme qu'on devient. Et donc d'isoler cet homme dans un espèce de face-à-face avec un gobelet, du coup me permet de parler de tout plein de choses et à la fois de jouer plusieurs personnages et en même temps de parler au spectateur directement comme on peut le faire dans le stand-up et tout ça. Et le spectacle fait 1 heure. Et c'était mon premier spectacle que j'écrivais, mon premier seul en scène. Donc le Molière, c'était dingue d'avoir le Molière. Et du coup là je le reprends à Paris à partir de mi-septembre au Théâtre de la Pépinière. Et en tournée en même temps, en France. Super. Bah, écoute, on espère pouvoir te voir chez nous, dans nos contrées. Ouais. Merci beaucoup Marc, je suis très heureux d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Merci. Que nous dirait Morpheus pour terminer cette interview? C'est la fin de la journée. Désormais, dors. Super. Merci. Salut.